Ouverture hier à Yamoussoukro de la 39e session de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. D'intenses travaux attendent les ministres de la Justice et des Finances. On parlera dans ce 13h de la coopération Côte d'Ivoire-Canada dans le domaine du transport. Des investisseurs canadiens s'intéressent à ce secteur. Les détails dans quelques instants. Hors de nos frontières, un gendarme tué dans une attaque terroriste au sud du Mali, une première dans la région. Bonjour à tous. Commençons par ces images de planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville dans le cadre du lancement de l'opération « Je plante un arbre pour une Côte d'Ivoire plus verte ». L'objectif visé à terme est de planter près de 22 millions d'arbres. Le président de la République a donné le top départ de cette opération en plantant lui-même un arbre. À ses côtés, le Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour inviter toutes les populations à faire la même chose. Extrait. La déforestation est très grave pour notre pays, pour les populations, pour l'environnement. Et le fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour lancer cette opération est quelque chose de très utile pour tous nos concitoyens. Donc je voudrais inviter tous nos concitoyens, toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à participer de manière pleine et entière à cette opération qui permettra dans quelques années d'avoir une Côte d'Ivoire plus verte. Donc j'ai planté un arbre aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire plus verte pour le futur. C'était là un extrait du message du chef de l'État depuis le jardin botanique de Bingerville. Ce soir, le compte-rendu complet de notre reporter Awa Touré. Après les marches organisées à Abidjan et à l'intérieur du pays, le gouvernement a réagi hier. Il a souligné que les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement la chaîne de responsabilité. Une des décisions importantes prises hier au cours du Conseil des ministres qui a abordé plusieurs autres sujets. La synthèse avec Viviane Aimé. Manifestation localisée de l'opposition mardi 9 juin en plusieurs endroits. Si ces manifestations ont mobilisé peu de personnes, elles ont fait 2 blessés civils et 1 mort à Guiglo. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 10 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de punir sévèrement ces troubles à l'ordre public. Ces manifestations ont mobilisé seulement quelques centaines de personnes. Une trentaine par exemple à Yopougon, une trentaine à Cocody, une dizaine à Gboville, une trentaine à Bangourou, etc. Il y a eu un décès à Guiglo. Il est important de souligner que ce décès est la conséquence d'affrontements entre les manifestants, d'une part, et les commerçants et transporteurs, d'autre part, qui voulaient, eux, exercer leur activité. Cette personne a d'ailleurs été tuée par une arme blanche. Donc pas par une arme à feu. Outre ce décès que nous déplorons, il faut noter à Guiglo également 2 blessés civils. Aller troubler l'ordre public sans autorisation dans la rue, appeler au trouble de l'ordre public, puisque dans certaines localités, certaines personnes avaient des mégaphones, etc., ça s'appelle une insurrection. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont simples, qu'il est important que les gens sachent pour ne pas demain, sous le coup de la loi, venir dire oui, nous avons été arrêtés dans le cadre politique, etc., etc. La politique, c'est une chose, le respect des lois, et cela se fait dans tous les pays, est une autre chose. Dans le cas d'espèce, les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement la chaîne des responsabilités. Qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a agi comment, et comment un coup a été porté à telle ou telle personne. Et en fonction des résultats de ces enquêtes, des décisions seront prises. Et il est bon, donc, dès à présent, que tout le monde soit informé. Et naturellement, des poursuites seront engagées contre les auteurs des violences. Une fois que ces enquêtes seront terminées, et ces personnes seront traduites devant les tribunaux, le cas échéant. Pour mettre un terme à la pénurie de ciment depuis quelque temps sur le marché local, le gouvernement a passé commande de 300 000 tonnes de ce matériau.
Depuis le 5 juin, un premier chargement de 90 000 tonnes est arrivé. 42 000 autres tonnes suivront dans peu de temps. Le Conseil des ministres l'a clairement signifié, le prix du ciment ne va pas connaître d'augmentation. C'est la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où l'offre va être relevée, c'est l'objectif de l'opération qui est en cours par le gouvernement. À partir du moment où l'offre va être relevée et qu'elle va atteindre le niveau de la demande, les prix reviendront naturellement à leur niveau d'avant. Donc ça va se faire très rapidement puisque les cargaisons en question vont se retrouver sur le marché dès leur sortie des ports d'Abidjan et de San Pedro. Donc j'allais dire c'est immédiat. Le déguerpissement des sites illicites d'orpaillage décidé il y a quelques mois en Conseil des ministres est désormais dans sa phase d'exécution. C'est une décision qui a été prise en raison des nombreux dégâts sur la nature et sur les hommes que cette activité créait malheureusement. Il faut savoir que sur la nature, il y a l'utilisation de produits comme le mercure, le cyanure, il y a les fosses qui sont creusées, qui sont ensuite laissées à l'abandon, il y a le délaissement des terres, des cultures, etc., etc. Et les risques sur les hommes également importants, puisque au-delà des risques d'éboulement, il y a de nombreuses maladies à cause de la promiscuité dans ces lieux-là, des problèmes de mœurs dans ces lieux. Cette opération de fermeture des sites illicites, qui s'est déroulée du 20 avril 2015 au 1er juin 2015, 158 sites illicites ont été fermés, du matériel a été saisi, et certaines personnes, certains orpailleurs, 39 exactement, ont été interpellés. Après les épreuves du BEPC, c'est le tour des épreuves du baccalauréat. Les épreuves écrites se dérouleront du 29 juin au 3 juillet. Les épreuves orales débutent ce 16 juin. La presse a été informée de la tenue du prochain Conseil des ministres le 24 juin. Et hier, avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a reçu la ministre française de la Justice. Christiane Taubira est porteuse d'un message d'amitié et de confiance du président français au président Alassane Ouattara. Viviane Aïmen. Reçue au palais présidentiel au lendemain de son arrivée à Abidjan mardi, la ministre française de la Justice, Christiane Taubira, a été élevée à la dignité de commandeur de l'ordre national par le président de la République, Alassane Ouattara. La ministre française a fait part au président de la République du message d'amitié du président François Hollande et son espoir de voir un engagement fort des dirigeants africains pour défendre les intérêts de leur continent lors de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, en abrégé COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. J'ai été extrêmement sensible à l'invitation de Monsieur le Président Alassane Ouattara. J'ai été particulièrement sensible au fait qu'il ait choisi, qu'il ait décidé de m'honorer en m'élevant au grade de commandeur de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. J'étais porteur d'un message d'amitié, de solidarité bien entendu, de confiance aussi de la part du président de la République française, M. François Hollande, pour dire à M. le président de la République de Côte d'Ivoire, avec lequel il est régulièrement en échange d'ailleurs, avec lequel il a des sujets majeurs concernant l'Afrique de l'Ouest notamment, mais également le sujet de la COP21, parce que le président de la République française compte beaucoup sur le dynamisme de la Côte d'Ivoire pour que dans le groupe Afrique, il y ait un engagement très très fort pour cette COP21. J'ai été évidemment également de la part du président destinataire de messages pour le président de la République française, ce que je me ferai un plaisir de transmettre. La ministre française, qui a réitéré la poursuite de la coopération en matière de justice entre la France et la Côte d'Ivoire, s'est rendue à Yamoussoukro pour prendre part au sommet et au Conseil des ministres de la justice des pays membres de l'OHADA. Et justement, la ministre française de la Justice, qui est à Yamoussoukro depuis hier, Christiane Taubira, prend donc part aux assises de l'OHADA Yamoussoukro, 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ouverte par le Premier ministre. Des sujets importants portant sur les révisions des actes uniformes de l'organisation, de l'information du registre de commerce et du crédit immobilier sont débattus par les ministres. Gabriel Zani, notre envoyé spécial.
La 39e session du Conseil des ministres de justice et des finances de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires s'annonce comme un sommet de dur labeur. Le ton a été donné ce mercredi à la cérémonie d'ouverture des assises à l'hôtel président à Yamoussoukro. Le secrétaire permanent de l'OHADA, dans son allocution, a vite fait d'énumérer les sujets d'actualité qui attendent les ministres, de l'actualisation des actes uniformes en vigueur à l'informatisation des registres de commerce et du crédit immobilier. L'OHADA demeure avant tout un succès pour la garde des sceaux françaises. L'OHADA est une belle et grande aventure, c'est une aventure de succès. Elle tient probablement son succès de quelques principes très clairement établis, et notamment du fait que chaque norme qu'elle adopte s'applique directement dans les États membres. Christiane Taubira félicite l'OHADA et donne en même temps des pistes de réflexion. La pratique du principe de l'effectivité du droit, l'adoption de sanctions pénales, du statut de l'entrepreneur, dans toutes ces revisions énormes qui attendent l'organisation, la ministre française réaffirme l'engagement de la France aux côtés des États de l'OHADA. La France restera à vos côtés, à l'écoute de ce que vous souhaitez, comme qualité, comme nature et comme traduction de la coopération qui existe sur le plan bilatéral, mais qui existe également sur le plan régional. La France est aussi attentive aux propositions des 17 pays de l'organisation. Même si elle fait la proposition de l'instauration d'un barreau de l'OHADA, il appartient aux pays de l'OHADA de prendre la décision. Daniel Kablan-Duncon, le Premier ministre ivoirien, a dans son intervention encouragé les ministres et experts au travail. Je vous encourage à poursuivre les chantiers d'actualisation des actes uniformes en vigueur et, comme l'avaient déjà prescrit les chefs d'État, envisager diligemment les suites de l'exploration de nouveaux champs normatifs. Notre organisation commune doit donc continuer à capitaliser ses acquis en renforçant davantage la qualité des réformes entreprises sur la base des lois communes, un espace beaucoup plus large. Au terme de la cérémonie d'ouverture de la 39e session du Conseil des ministres de l'OHADA, des sujets importants retiendront l'attention des ministres et des experts pendant les travaux dédiés à cette rencontre. Ces travaux qui porteront sur des sujets importants, des sujets clés comme l'acte uniforme portant organisation des comptabilités des entreprises. Également, il y aura des sujets liés à la flexibilité, à l'attractivité des entreprises des pays membres de l'OHADA. En clair, l'idée de cette 39e session sera donc de délibérer, d'examiner les questions qui préoccupent les pays membres de l'OHADA et de porter ces réflexions, ces suggestions à la conférence des chefs d'État et des pays membres de l'organisation communautaire. Merci Gabriel Zani, notre envoyé spécial à Yamoussoukro. Au nombre de 26, des pays d'Afrique de l'Est ont décidé d'intensifier les échanges commerciaux entre eux. Il s'agit de rendre le continent africain plus significatif dans l'économie mondiale. Les détails avec Adama Kone. 26 pays, 625 millions d'habitants, 500 000 milliards de francs CFA de produits intérieurs bruts PIB ou de richesses communautaires. Voilà défini en 3 dimensions l'espace de la tripartite. La tripartite, c'est le marché commun regroupant 3 grandes organisations, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, et le marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, COMESA. L'acte de naissance de ce marché commun a été signé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, après 5 années de négociations. Le traité de libre-échange que les signataires doivent ratifier dans un délai d'1 an doit faire de la tripartite un espace prospère par la densification du commerce intra-africain. Le fait est que les échanges entre les pays du continent restent embryonnaires à 12%, loin des pays asiatiques qui réalisent 55% de leurs échanges entre eux et des pays européens dont le commerce en interne se chiffre à 70%. Pour réussir le challenge, le nouveau bloc africain doit faire sauter des verrous. En premier, ce que les économistes qualifient d'épaisseur des frontières. En Afrique, aux frontières, les opérateurs doivent fournir 8 papiers de douane là où l'Europe n'en demande que 4 ou 5. Si le dédouanement d'une marchandise se fait en 10 jours en Occident, il en faut 30 en Afrique. Second défi, l'industrialisation. 80% de la main-d'œuvre du continent noir travaille dans l'agriculture vivrière et l'informel. Conséquence, peu de produits manufacturés à échanger, limitant les possibilités d'import-export.
Si toutes ces barrières sont levées, le continent africain pourra peser beaucoup plus lourd dans la balance commerciale du monde. Comme annoncé, les investisseurs canadiens s'intéressent au secteur du transport. C'est dans le cadre des activités de la Chambre de commerce et d'industrie, activités organisées dans le souci d'améliorer le secteur économique ivoirien. On fait le point avec Marina Atta et Ami Sissoko. Avec plus de 100 milliards de francs CFA déjà investis dans le secteur minier, le Canada veut diversifier ses investissements en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur du transport et des infrastructures. Une rencontre a été initiée à cet effet pour élaborer une stratégie dans cette dynamique et renforcer la coopération entre les deux pays. Le Canada est très présent déjà en Côte d'Ivoire et espère, par le biais de cette mission économique et par le biais de toutes les visites que les entreprises canadiennes font en Côte d'Ivoire, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une aubaine pour les autorités ivoiriennes de présenter également plusieurs projets, à savoir la construction de 2 terminaux à conteneurs, le remblaiement de 300 hectares de parcelles afin d'y installer des usines, la construction de plusieurs gares routières dans différentes villes du pays et plusieurs infrastructures socio-économiques. On a une panoplie d'une centaine de projets, parce que c'était l'occasion aussi d'introduire tous les 94 projets de l'émergence qui sont en cours de finalisation au niveau du BNET. Plusieurs accords ont été signés entre ces deux pays, entre autres l'accord sur le transport aérien en 1987, l'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE en 2012 et l'accord sur la promotion de la protection des investissements étrangers en 2014. Le volet communication avec le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui annonce l'élaboration prochaine d'une charte de bonne conduite pour des élections apaisées. C'était au cours d'une rencontre entre le bureau du GEPSI et le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. On fait le point avec Michel Digré. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire souhaite des élections apaisées dans le pays en 2015 et pour ce faire, il entend procéder à l'élaboration d'une charte de bonne conduite. Les signataires s'engageront à faire en sorte que les tensions qui pourraient subvenir au cours des élections ne soient pas du fait des médias. On a au niveau des éditeurs décidé de mettre en place une charte des éditeurs pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, pour les élections à venir. Et la commission, pour montrer à quel point nous sommes déterminés, est dirigée par M. Ousmane Sizabane, qui est le patron du journal Le Temps. Et Le Temps est un journal qui est plus proche de l'opposition que du pouvoir. Et c'est lui qui préside justement cette commission-là, qui travaille justement sur la charte qui est déjà prête, avant de répondre en gros tout ce qui est éthique et déontologie de notre métier, pour que nous, éditeurs, donnons l'exemple. Le ministre de la Communication est en phase avec cette initiative du GEPSI. Il est important qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que la presse se rachète, mais en tout cas montre qu'il y a une autre façon de faire ce métier. Si aujourd'hui, il y a un désamour un peu entre les populations et la presse, on va dire qu'en réalité, c'est parce qu'il y a une incompréhension. Et cette incompréhension, justement, est liée au traitement, je dirais peut-être des informations pendant la crise post-électorale, peut-être même un peu avant, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un challenge pour vous. C'est vraiment un enjeu qui doit vous permettre de démontrer qu'en réalité, par l'action de quelques personnes, on ne peut pas jeter l'opprobre sur toute la profession dans son ensemble. L'audience a par ailleurs été une occasion pour le GEPSI de faire quelques doléances. Le bureau a souhaité la reconduction de la subvention de l'État pour l'impression de 25 journaux à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Afoussiata Bambalamine a été clair, jouez votre partition de presse professionnelle et responsable et je porterai ma toge d'avocate pour défendre vos intérêts auprès du gouvernement. En santé, la coordination des syndicats des personnels soignants dit merci au président Alassane Ouattara pour le déblocage des salaires de l'ensemble des fonctionnaires. Sur 14 803 agents, 14 122 ont déjà bénéficié des effets financiers. Pour mieux traduire leur reconnaissance au chef de l'État, une conférence de presse a été organisée, nous dit Ami Sissoko.
Depuis la fin du mois de mai, le déblocage des salaires des fonctionnaires est une réalité en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, 14 122 fonctionnaires sur 14 803 ont vu leur revenu mensuel augmenter. Pour le porte-parole de la coordination des syndicats des personnels soignants de la santé, Ernest Ateboka, le président de la République Alassane Ouattara a respecté l'engagement pris le 1er mai. Le 12 avril dernier, le personnel de santé était en grève. Mais suite à la promesse dite par le Premier ministre disant que le président de la République fera une déclaration sur le déblocage des salaires le 1er mai, nous avons pris sur nous, avec l'Assemblée générale, de suspendre le mot d'ordre de grève. Le président de la République a fait une grande déclaration sur cette question de déblocage. Son engagement a pris. Le 31 mai, nous l'avons constaté sur nos bulletins. Tout le monde n'a pas le même montant. Il y a des montants qui sont partis jusqu'à même à près de 150 000 francs sur leur salaire. Certains ont eu même 230 000 francs sur leur salaire. Nous organisons ce point de presse pour lui dire merci. Appréciant l'acte à sa juste valeur, la coordination appelle tous les personnels soignants à jouer leur partition en œuvrant à l'amélioration de la qualité de l'accueil et des soins. Il nous appartient, nous maintenant, de jouer encore notre partition qui consiste à observer et à respecter toutes les directives du ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des patients. Depuis 1989, les salaires des fonctionnaires n'avaient pas connu d'évolution. Aujourd'hui, le déblocage permet de régulariser le traitement salarial de chaque fonctionnaire. Il prend en compte l'indice de base et les indices acquis progressivement. À cela, il faut ajouter le paiement régulier tous les 2 ans des bonifications des fonctionnaires. Parlons développement à présent. Le département d'Alépé est en chantier. Après la visite d'État du président de la République dans la région, un vent de développement vient de souffler dans plusieurs localités. À Grand Alépé, les travaux de voirie et d'assainissement ont été lancés. D'importants ouvrages sont en cours. Ils sont financés par le programme présidentiel d'urgence. Serge Collier pour plus de détails. Un mois après sa visite d'État dans le département d'Alépé, les projets de développement annoncés par le chef de l'État, Alassane Ouattara, connaissent un début de réalisation. À Grand Alépé, les travaux ont été lancés. Profilage lourd des différents axes avec traitement des points critiques, construction de ponts et pose de buses, réhabilitation de la voirie et assainissement des villages. Le maire d'Alépé, Abbé Paul, coordonnateur général de la cellule de réflexion et d'action de développement de la région de Lamé, d'Anyama et de Brofodoumé, a donné le coup de pioche du démarrage des travaux. Le maire a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, lui rendant hommage pour avoir tenu ses promesses. Abbé Paul a également rassurer les populations quant à la poursuite et à la réalisation effective des chantiers entamés. Le chef du village, Ake Gossan, au nom des populations, a quant à lui exprimé sa satisfaction. Il a appelé les villageois à réserver un bon accueil aux ouvriers et entrepreneurs venus pour les travaux. Financés par le programme présidentiel d'urgence, PPU, les travaux débutés à Grand Alépé s'étendent aux villages voisins d'Aoutoué et de Montezo. Le canton de Gautron, c'est dans le département de Vavois. Il regroupe 14 villages. Ce canton a un nouveau chef qui a pour priorité le développement de la localité. Chantal et Oumar Kandan. C'est dans l'optique de mieux organiser la chefferie traditionnelle que le gouvernement ivoirien a invité les cantons à désigner un seul représentant. Aujourd'hui, le canton de Gautron, dans le département de Vavois, a satisfait à cette règle. À l'unanimité, les 14 chefs de village que constitue ce canton ont choisi Théodore Dobobiboué comme leur chef. Il aura pour mission de coordonner les actions de développement qui ressortent de ce canton. Je ferai mieux de ma façon, oui, parce que je suis un villageois. Je ne suis pas salarié. S'il s'agit de régler des problèmes à mon niveau, je le fais. Je suis franc et sincère. Je n'aime pas de tromperie. Une cérémonie officielle s'est déroulée pour présenter celui qui va conduire le développement de ce canton en présence des autorités administratives, dont le sous-préfet central de Vavois et les fils et filles de la région. Plusieurs doléances ont été faites au sous-préfet par le président de la mutuelle de développement, Patrice Féan, au nombre desquelles le reprofilage de la route reliant Vavois au canton Gautron, ainsi que l'électrification de 8 villages.
Dans le domaine de l'éducation, bientôt 11 écoles primaires et 5 collèges de proximité seront construits dans les régions de Gontougou et du Bunkani. Le projet du contrat de désendettement et de développement éducation-formation a été présenté aux populations. C'est l'ONG Soleil Levant, chargé de l'exécution des travaux, qui a présenté le projet aux autorités administratives. Norbert Zeyi et Thérèse Tapeyoboué. Le projet du contrat de désendettement et de développement éducation-formation dans les régions du Gontougou et du Bunkani va coûter environ 635 millions de francs CFA. Il est financé par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la France à travers l'Agence française de développement. Ce projet vise à favoriser l'accès de tous les enfants à une éducation de base de qualité dans les localités cibles. D'ici la rentrée, nous devons livrer les premières écoles. Et nous y tenons, nous allons réussir cela. Parce que déjà à Bracody, ce qu'il faut savoir, nous avons 107 enfants sous ces paillotes. Mais d'ici la rentrée scolaire, nous allons voir un bâtiment flambant neuf avec toutes les commodités pour que tous ces enfants puissent avoir accès à l'éducation. Le responsable régional de l'unité de coordination du projet a sollicité l'appui des autorités administratives afin d'accompagner l'ONG Soleil Levant dans le cadre de la réalisation de ces écoles et la mobilisation des communautés autour des collèges de proximité. Les autorités politiques, administratives et éducatives ont souligné l'intérêt qu'elles accordent à ce projet. Elles ont salué l'ONG Soleil Levant pour son implication aux côtés de l'État en vue de donner l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école. Et justement, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, le Bureau international du travail a offert du matériel aux unités opérationnelles de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la région de la Nawa. Ces dons visent à donner des outils nécessaires aux unités opérationnelles en vue de leur permettre d'assurer efficacement leur mission dans cette région qui produit du cacao. Emma Niamien. Des vélos, des imperméables, des bottes, des torches, des motos, du matériel informatique et des fournitures diverses composent le don du Bureau international du travail BIT aux unités opérationnelles de lutte contre les pires formes de travail des enfants de la région de la Nawa. Selon la coordonnatrice nationale du projet partenariat public-privé au BIT, il s'agit à travers ce geste de donner les outils nécessaires aux unités opérationnelles en vue de leur permettre d'assurer efficacement leur mission. Ces dons ont été répartis équitablement entre les unités opérationnelles de Krouyo, de Liliyo, de Meyagui et de Soubré. Au nom des bénéficiaires Konaté Douanier, coordonnateur régional du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a pris l'engagement de faire bon usage du matériel reçu. Il a également assuré aux donateurs que très rapidement les différentes équipes vont investir le terrain afin de débarrasser toute la région des personnes qui s'adonnent à cette pratique. Au chapitre politique, le colonel-major Issa Coulibaly, secrétaire national du RDR, chargé de la réforme fiscale et député de Dikodougou, a eu une rencontre d'information et de mobilisation avec les membres du bureau du secrétariat départemental du RDR de Dikodougou, rencontre qui a porté sur la révision de la liste électorale. Reportage Kader Sogodogo. Lancée le 1er juin dernier, l'opération de révision du listing électoral n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière dans le département de Dikodougou. C'est donc pour booster les choses que se tient cette rencontre entre le député de Dikodougou, maire de Guimbé, le colonel-major Issa Coulibaly et les responsables du secrétariat départemental du RDR. Recevant ses hôtes à son domicile, le colonel-major Issa Coulibaly, par ailleurs secrétaire national du RDR chargé de la réforme de la fiscalité, a expliqué après 3 heures d'échange l'importance d'une telle initiative. Que partout, dans les hameaux, dans les villages, que nous puissions aller vers nos parents, les sensibiliser sur l'importance de cette opération, parce que quel que soit votre amour, votre détermination, votre volonté de faire en sorte que le président Alassane puisse remplir pour un second mandat, si vous n'avez pas votre nom sur le listing électoral, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Gagner la réélection du président de la République à un large score, le défi est important et les responsables du RDR à Dikodougou s'engagent à le relever. Avec plus de 90% de voix en 2010 pour le président Alassane Ouattara,
Diko Dougou compte pour beaucoup dans la réélection du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Poro. 5 ans après, est-ce que ce score sera revu à la baisse ou à la hausse? La réponse dans 5 mois à l'occasion de l'élection présidentielle prévue dans le mois d'octobre prochain. Hors de nos frontières, et c'est en image, un gendarme malien a été tué hier dans une attaque djihadiste présumée contre un camp militaire et des postes de police et de gendarmerie dans le sud du pays, une première dans cette région. Pour terminer, le chef de l'ex-junte militaire, le capitaine Dadis Camara, annonce son retour en Guinée entre le 20 et le 25 juin pour déposer sa candidature. En exil au Burkina Faso depuis 2010, l'ex-président de la transition, Moussa Dadis Camara, avait déclaré le 11 mai qu'il se portait candidat à l'élection présidentielle guinéenne prévue au mois d'octobre prochain. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.